Aujourd'hui, avec Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Bonjour. Kevin Bossuet, bonjour. Bonjour Valérie. Professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Mehdi Raïch, vous êtes analyste politique. Bonjour à vous. Et Rémi Branco, bonjour. Bonjour. Vice-président du département du Lot, et vous avez publié Loin des villes, loin du cœur aux éditions de l'Aube. On va revenir sur ce qui se passe aux États-Unis. Ne soyez pas faibles, ne soyez pas stupides. Donald Trump reste inflexible sur les droits de douane. La tempête est en train de s'apaiser sur les bourses mondiales, mais l'inquiétude demeure. Un sujet important, les Français lisent de moins en moins. On a deux enseignants avec nous qui vont nous raconter ce qu'ils constatent. C'est une enquête à lire dans le Figaro aujourd'hui. Dérive sectaire également, c'est un des sujets du jour, avec la santé particulièrement touchée. On va revenir sur tous ces sujets avec vous. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Mehdi, on commence avec vous. Oui, je voulais faire un coup de gueule sur les oubliés silencieux de la République, notamment les personnes handicapées. J'ai échangé avec une amie ce week-end qui souffre d'un handicap depuis sa naissance en fait. Donc elle n'a pas de rotule, donc elle a un handicap lourd. Et chaque année, elle doit renouveler pour chacun de ses genoux une rotule électronique de 10 000 €, sans compter le coût de l'entretien, donc c'est 1 500 € pour les caches, et en plus de ça, il faut compter 5 000 € au minimum, entre 2 et 5 000 € pour un fauteuil confortable. Et donc elle me disait que elle, ça pouvait encore aller puisqu'elle a ses parents, mais il y a aussi toute la problématique de la précarité pour les personnes handicapées qu'on ne voit pas, parce que c'est aussi un handicap institutionnel, parce que tous les ans, elle doit refaire une démarche pour lui dire écoutez, ce que vos jambes ont repoussé en gros, donc c'est un vrai sujet. Donc il y a toute cette administration derrière, même si je peux comprendre qu'il faut effectivement s'intéresser, enfin du moins mettre en place un organisme qui s'occupe de ça. Mais voilà, je voulais pousser un gros coup de gueule parce que ces personnes-là, on ne les entend pas, on ne les entend jamais. Ce sont véritablement des oubliés. Et j'estime que la grandeur d'une nation se vérifie aussi à la manière dont elle traite ces personnes les plus fragiles. Et aujourd'hui, ce sont des personnes qu'on ne voit pas. Elles sont totalement invisibilisées. Pour moi, c'est un sujet de fond et c'est un sujet qui touche des personnes qui, elles, sont véritablement dans la précarité. Il y avait la maman de la petite Louise également qui avait écrit un livre qui avait beaucoup marqué, qui est une petite fille atteinte de trisomie et qui racontait que chaque année, elle devait retourner pour redemander des aides et prouver que sa fille était toujours trisomique. C'est lunaire. C'est lunaire. Totalement lunaire. Et la semaine dernière, il y a une personne en situation de handicap qui tweetait merci pour la hausse des aides pour le handicap. C'était 5 €, je crois. C'est 5 € d'augmentation ou 7 € pour les personnes en situation de handicap. Par exemple, un autre sujet qui a plusieurs fois été abordé ici dans l'émission est par exemple l'ASE ou l'enfance. Oui, bien sûr. Pareil, c'est un pan qui c'est normalement les enfants, ça devrait être la première priorité de la nation, les enfants. Et quand vous passez par l'ASE, il y a des choses absolument. Enfin, c'est horrible. L'ASE, vraiment, quand quelqu'un passe par l'ASE, c'est horrible. Donc tous ces sujets-là, sont invisibles. Alors, on peut généralement, il y a toujours une question, par exemple, pour le Téléthon, on se dit non, très bien, il y a un côté un peu bonne conscience derrière qui me dérange, même si c'est fabuleux comme initiative, mais voilà, il y a ce sujet-là qui n'est pas assez traité politiquement. Il est là, dans le flux médiatique, dans le flux d'analyse quotidienne politique, ce sont des sujets qu'on n'entend pas assez, et ces personnes-là, on ne les voit pas. Oui, j'aimerais bien les voir sur les plateaux qui parlent aussi de leur handicap. Voilà, ça me chagrine, et le fait qu'elle m'en ait parlé comme ça spontanément en me disant bah oui mais moi bon ça peut encore aller, mais on s'imagine pas la précarité de ce que ça peut être quand t'es tout seul. Les personnes toutes seules qui sont handicapées, elles sont précarisées par leur handicap, elles sont précarisées par leur situation, et ensuite il y a une précarité institutionnelle qui se met en place. Oui, c'est très juste, et ce sont d'ailleurs les personnes les plus discriminées à l'emploi selon les études. Discrimination dont on ne parle jamais. Non, dont on ne parle jamais. Et j'ai un trou de mémoire, cet universitaire qui fait des études régulièrement sur les discriminations à l'emploi montrait que ne serait-ce que de dire qu'on a un bras difficilement mobile, c'est rédhibitoire, plus que la religion, enfin plus que l'origine, plus que l'origine géographique, etc., etc. Le handicap est ce qui
qui est le plus pénalisant. Vous avez raison d'en parler. Je sais pas, Rémi Branco. Ouais, je partage ce constat que ce genre de sujet est traité sous l'angle de la générosité. Ouais. Comme si c'était le rôle des associations, de notre générosité individuelle, de pallier en fait à l'absence de solidarité de l'État et de notre système social. Et c'est ce qui est le plus choquant, parce que finalement, on devient habitué à ça, on s'habitue à ce que ce soit réglé autrement. Et finalement, effectivement, les associations font leur travail, les uns les autres se débrouillent avec leurs familles, avec leurs amis, avec un réseau de débrouille parfois, et en lieu et place de l'État. Et là, il faut qu'on ait cette prise de conscience-là, qu'on a fait certaines choses, il y a des lois qui sont passées, mais maintenant, il faut qu'on rentre dans le dur des choses. Et l'accès à l'emploi, c'est la priorité. L'accès au déplacement et à l'emploi, c'est sans doute aujourd'hui la plus grande priorité. La mobilité. L'autre jour, j'étais dans un lycée avec une classe de seconde, et l'heure que j'ai passée avec eux était justement consacrée au handicap. Et on s'est aperçu en réalité que dans les lectures destinées au jeune public, le handicap est soit traité effectivement sous l'aspect de il faut être généreux, il faut être bienveillant avec les handicapés, mais jamais banalisé. C'est-à-dire on n'a jamais un copain handicapé dont on ne parle pas, enfin dont le handicap n'est pas le signe distinctif. Et ça, je trouve que c'est terrible en réalité. Et tous étaient assez choqués de cela. Et ça a été le résultat de nos échanges, de se dire, mais au fond, pourquoi c'est pas tout simplement banalisé? Regardez maintenant, et c'est heureux dans les bandes dessinées, dans les films, on a des personnes de couleur, des personnes asiatiques, toutes les religions y sont nommées. Mais le handicap est complètement invisibilisé. C'est un sujet qui n'est pas traité. Ouais. On va marquer une pause où je vous donnerai la parole, parce que c'est un sujet important. On a beaucoup de personnes en situation de handicap qui nous écoutent en ce moment et qui nous racontent effectivement le dénuement dans lequel ils se retrouvent parfois. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité dans ce 10h midi avec Alexandra Spinner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Mehdi Raïch, analyste politique, et Rémi Branco, vice-président du département du Lot. Et je rappelle votre livre, Les Loin des villes, loin du cœur, aux éditions de l'Aube. On va revenir sur la chute des marchés boursiers qui ont l'air de se stabiliser, et Donald Trump qui reste inflexible. Ne soyez pas faibles, ne soyez pas stupides. Les Français qui lisent de moins en moins, les dérives sectaires avec le rapport de la Miviludes. Alors tout le monde se gargarise entre guillemets de la Miviludes, mais qui a été complètement je me souviens de l'époque de Georges Fenech où il y avait une réelle structure et elle a été complètement vidée de sa substance. Donc on s'inquiète des dérives sectaires, sauf qu'on n'a pas anticipé ce qui est en train de se passer. Bref, beaucoup de sujets, encore une fois, avec vous. Juste un mot peut-être sur le handicap. Alors moi, je parlais de Jean-François Amadieu, qui régulièrement vient sur les plateaux pour parler justement d'études sur le handicap. Beaucoup de réactions de nos auditeurs aussi, qui nous disent que les personnes âgées sont aussi souvent très discriminées. Je vois Marie-Thérèse qui dit qu'ils ne veulent même plus de nous dans les locations d'appartements à louer à l'année quand on est âgé. Et sur le handicap, effectivement, c'est un sujet dont on parle assez peu. Surtout la situation des enfants handicapés. Moi, je le vois dans le milieu scolaire. Alors, il y a plus d'enfants handicapés insérés dans un milieu ordinaire. C'était certain, on prend plus en compte cela. Mais il faut voir les conditions. Je veux dire, moi, par exemple, j'ai dans mon établissement l'ascenseur qui est toujours en panne. J'ai déjà vu des élèves attendre devant l'ascenseur qu'on vienne finalement leur ouvrir parce qu'ils ne pouvaient plus circuler. Imaginez l'humiliation pour le gamin qui est dans ces conditions, même quand on doit faire certains dossiers, notamment pour demander une aide, une AESH, c'est extrêmement compliqué. Même pour avoir un ordinateur, souvent ce sont des mois de galère. Et il y a tout ce qui est handicap invisible. Et nous, on voit tous les élèves qui ont des problèmes de dyslexie, qui n'arrivent pas à déchiffrer, etc. Ce n'est pas pris en compte, ou alors très mal. Alors, les enseignants ont évidemment des formations, mais des formations qui ne sont souvent pas à la hauteur. Et on se bute également à une réticence du corps enseignant qui parfois considère qu'il n'est pas formé pour cela et qu'il ne peut pas faire non plus s'adapter à chaque élève. Donc il y a beaucoup à faire en effet à ce niveau. Alors ça se fait de plus en plus, mais je pense qu'il faut d'abord changer les mentalités et partir du principe qu'un handicap, c'est pas, il faut pas avoir ça sous la forme d'une discrimination comme
sous la forme d'une différence, mais voir ça comme quelque chose finalement de normal et voilà, et normaliser la chose, et banaliser la chose et considérer que les gens handicapés sont des gens normaux en fait. Alors c'est ça, c'est 17 € d'augmentation le 1er avril pour l'aide adulte handicapé, le premier seuil de pauvreté. 17 €, non mais 17 €, vous vous rendez compte? C'est ce que je disais pour le fauteuil roulant, c'est en gros 2 000 € pour l'entrée de gamme, mais c'est absolument pas confortable. Franchement, c'est une horreur. Pour en avoir un correct, c'est 5 000 €. Qu'est-ce que vous faites? Il va y avoir la gratuité normalement, mais pour quel fauteuil, pour qui, comment, avec quel... Pour des entrées de gamme. Pour des entrées de gamme. Si je peux me permettre cette expression. Mais alors, j'ai vu quand même qu'il y avait une jeune femme, Mayanne, qui est porteuse de trisomie et qui participe à Danse avec les stars et qui semble être qui était dans un petit truc en plus. Oui. Voilà, absolument. Donc c'est plutôt... ce genre de film, effectivement... c'est quand même à souligner. Rémi, c'est un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur pour la proposition de loi de lutte contre les déserts médicaux qui est portée de façon transpartisane, mais par le député socialiste de Mayenne, Guillaume Garot. Alors, ça fait 3 ans que Guillaume, il prêche dans le désert de l'Assemblée nationale pour faire passer cette loi. En revanche, dans la campagne, il fait le tour des villes de préfecture, de sous-préfecture, etc. Et il fait le plein. À Cahors, c'était plusieurs centaines de personnes qui étaient venues le voir il y a 3 ans chez moi pour l'encourager à poursuivre cette loi. Pourquoi? Parce qu'il y a une angoisse énorme qui parcourt le pays. Alors bien sûr, il y a moins de médecins partout dans le pays, mais alors je peux vous dire que dans les campagnes, ça a des conséquences énormes. C'est l'angoisse. C'est-à-dire que quand vous êtes dépendant des autres pour vous déplacer, vous avez par exemple dans le Lot une commune sur 2 qui n'a pas de médecin. C'est-à-dire que vous êtes dépendant des autres pour pouvoir aller vous soigner, avoir un accès aux soins. Mettez-vous à la place d'un maire d'un village. Quand le dernier médecin s'en va, ça veut dire derrière que la pharmacie va partir, que les infirmiers vont partir, que les kinés vont partir. Donc le désert médical, il précède le désert tout court, quoi. Donc là, il y a une urgence et il faut la traiter. Guillaume Garot propose cette loi qui est une première étape avec un peu de régulation, parce qu'il y a des gens très intelligents il y a 40 ans qui ont fait voter le numerus clausus en pensant que ça allait limiter le nombre de médecins et que ça allait résorber le trou de la Sécu. Limiter le nombre de médecins, je vous confirme, ça a marché. Résorber le trou de la Sécu, pas du tout. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a 10 ans pour reformer des médecins. Et pendant ce temps-là, il va falloir un peu de régulation, comme pour les pharmaciens, comme pour les enseignants, comme pour les gendarmes. Ça fait pas toujours plaisir à entendre pour les médecins. Là, c'est une première étape, on n'en demande pas beaucoup. Si on ne franchit pas cette étape au Sénat dans quelques semaines, moi je vous le dis, il y aura des cas de non-assistance à personnes en danger dans les campagnes. Et on rejoint ce qu'on disait précédemment chez les personnes les plus fragiles, les personnes âgées et parfois les personnes handicapées. Donc on a absolument besoin de faire passer cette loi. Donc c'est un vrai coup de cœur. Pour une fois qu'une loi est vraiment utile, vraiment urgente, on y va. Oui, il faut voir aussi parfois les médecins étrangers, c'est pas du racisme ni de la xénophobie, mais des médecins qui viennent dans les campagnes, qui ne parlent pas français, et puis des médecins de mauvaise qualité. Pour preuve, ce matin, je discutais avec quelqu'un de ma famille qui me disait le médecin n'a pas voulu me faire une prise 80 ans, qui lui a dit, le médecin m'a dit non, c'est pas la peine de faire une prise de sang, ça fait 2 ans que vous avez fait la précédente, ça va aller. Je vous jure que c'est vrai. Donc si je m'écoutais, j'appellerais le médecin pour l'engueuler, mais la personne m'a dit non, il faut surtout pas le faire parce que j'ai pas d'autres médecins. Alors pour être plus positif, je peux vous dire que nous dans le Lot, on a une dentiste roumaine excellente qui s'est installée, qui a un matériel dernier cri entre Douai et Sauzet. Je peux vous dire que là, les Lotois, ils en sont très contents, ils l'attendent et elle est hyper pro. Et pour nous, c'est un soulagement incroyable. Alors, ma mère a eu une médecin roumain dans sa campagne qui lui prescrivait 10 boîtes de Doliprane. Voilà. Non, ça, des mauvais ou des bons médecins. Oui, non, mais c'est ça. Mais qui ne parlait pas français, c'est surtout ça. Il y a un sujet parce qu'en fait, la médecine en France, elle est prescrite d'une certaine manière, alors que dans d'autres pays, ils n'ont pas forcément cette même culture. Par exemple, la culture du médicament. Dans les pays de l'Est, on vous donne souvent l'aspirine. On vous donne beaucoup de cachetons pour connaître pas mal d'Ukrainiens. Et donc on vous donne beaucoup de médicaments, alors qu'en France on est beaucoup plus dans un accompagnement. Il y a un côté beaucoup plus humain, on va chercher à comprendre, pas forcément tout de suite à médicaliser, mais il y a une prise en charge qui est assez différente. Donc la question des médicaments derrière, c'est aussi une manière de faire la médecine. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on entend par régulation en fait? C'est forcer les médecins à s'installer quelque part? Pour l'instant non, on n'en est même pas à ça. On leur dit de ne pas s'installer là où il y a déjà suffisamment de médecins. Oui, vous voyez, c'est vraiment en fait, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, être médecin, ce sont des études compliquées, ça demande beaucoup d'investissement. Et moi, je comprends aussi que quand on est un jeune médecin de 35 ans, on n'est pas forcément envie d'aller au fin fond des Ardennes ou au fin fond de la Creuse parce qu'il y a une désertification, parce qu'il n'y a aucune activité culturelle, parce que ça sent la mort tout simplement. Et moi, qui suis originaire des Ardennes, je peux vous dire que quand je reviens dans les Ardennes, j'ai qu'une envie, c'est de fuir. Par exemple, autour de Vouziers, en effet, les urgences ne sont ouvertes que la journée, il n'y a rien la nuit, il y a de moins en moins de médecins traitants, de moins en moins de dentistes où il faut attendre 4 ou 5 mois, et il y a des médecins qui viennent, qui
parfois voient en effet la qualité de vie, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc derrière cette question, il y a aussi l'envie de revitaliser ces territoires-là, et c'est comme ça qu'on attirera également des médecins. Mais forcer les médecins qui font déjà des études compliquées, etc. J'ai plein d'amis médecins qui font des études de médecine, je pense pas que les forcer, ce soit... Premier élément, là on ne les force pas, on leur dit de ne pas aller là où il y a déjà suffisamment de médecins, c'est pas énorme. Et deuxièmement, vous parlez des médecins, mais nos gendarmes, nos enseignants, moi j'ai des lotois dans ma famille qui sont partis enseigner en Seine-Saint-Denis, près de chez vous, ils n'ont pas choisi, je pense, d'aller en Seine-Saint-Denis, vous voyez. Donc à un moment donné, il y a une histoire de service public. Les études de médecine dont vous parlez, elles ont été quand même financées par nos impôts. C'est la puissance publique qui paie les études qui sont longues, qui coûtent à l'État. Donc moi, je veux pas dire par là qu'il faut forcer à tout prix aller à l'autre bout de la France, mais qu'il y ait au moins une régulation. Là, pour dire, on n'envoie pas de médecins là où il y en a suffisamment. Et deuxièmement, dans une seconde étape, moi je serais favorable à dire, à l'échelle d'une région, dire, voilà, à un moment donné dans votre carrière, pas forcément au tout début, lorsque vous le souhaiterez, vous donnerez peut-être 3 ans de votre vie professionnelle pour aller dans un coin de votre région où on a besoin de médecins. Moi, ça me choque pas. Enfin, sauf que les médecins ne sont pas fonctionnaires. Les médecins, ce sont des professions libérales. Et j'estime la sécurité sociale. Ah oui, non, mais moi j'estime qu'ils peuvent s'installer là où ils veulent. Voilà, c'est tout. Je suis attaché à la liberté. Et donc vous abandonnez cette idée de régulation. Pardon ? Vous abandonnez complètement vos Ardennes. Mais je ne me moque pas des territoires. Non, simplement, il y a peut-être d'autres solutions à trouver, revitaliser en effet ces territoires-là et faire en sorte que ça redevienne attractif et qu'on arrête de s'en prendre aux médecins, etc. Moi, j'aime pas l'idée en fait. C'est un truc très socialiste, très marxiste. Moi, je ne suis ni socialiste ni marxiste. J'avais compris. Je crois que tout le monde l'a bien compris. En revanche, moi, je trouve que c'est une très heureuse initiative parce que je constate tous les jours l'inégalité des Français face à la santé. Et pour moi, c'est insoutenable de se dire que vous, selon le territoire dans lequel vous vivez, vous serez bien soigné ou pas. Et que des médecins donnent quelques années aux Français, au service public, moi ça ne me choque pas. Voilà. Et puis pourquoi pas dans les Ardennes faire un vrai travail pour que les jeunes là-bas, une fois qu'ils ont fait leurs études, s'engagent à faire 2-3 années sur place pour rendre service et puis rendre ce que la France leur a donné aussi. À un moment, on est enseignant, on est gendarme, on est infirmière, on est médecin. C'est aussi parce qu'on a le bien public au cœur et il faut à un moment assumer ses responsabilités. Et moi, je être valorisé. Mais il y aurait beaucoup de choses à revoir quand on voit qu'on n'arrive plus à trouver de rendez-vous de dermato. Non, mais sauf pour faire des injections de botox ou d'acide hyaluronique. C'est scandaleux. Nous devenons un pays de pistons. Voilà. Maintenant, si vous voulez être soigné, il faut avoir des relations et avoir des pistons. Et ça veut dire que donc avoir de l'argent, pas forcément de l'argent, mais surtout du piston. Voilà. Et donc ça veut dire que les plus fragiles socialement sont les plus exposés. C'est insupportable. Voilà. Moi, c'est quelque chose. Je ne peux pas m'y résoudre. Et donc il faut se prendre le problème à bras le corps. Et je trouve que c'est un début de solution. Et Dieu sait que je suis attachée à la liberté, mais là on est face à un mur. On est face à quelque chose qui est inexorable. On s'aperçoit bien que là, on ne peut plus continuer comme ça. Allez, et je rappelle que tous les samedis à 20h30, Sud Radio propose une émission autour du handicap avec Anthony Martin-Smith. C'est assez rare pour être signalé. Bravo à Sud Radio et bravo à lui d'être là et de parler de façon assez positive du handicap. On se retrouve dans un instant. On va parler de la lecture chez les jeunes, les Français. Effondrement du niveau de lecture. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magasin limité à 6 produits par foyer. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons avec vos coups de cœur et vos coups de gueule qui sont évidemment liés à l'actualité. Avant de parler de l'effondrement du niveau de lecture en France, aussi bien chez les adultes que chez les enfants, Kevin, vous vouliez parler un peu de politique. Ah oui. C'est votre coup de gueule. Je suis estomaqué de voir l'effondrement du niveau de nos politiques. Et je l'ai encore vu dimanche, donc il y a le Rassemblement National. Ça peut rejoindre la lecture aussi. Oui, c'est à peu près la même chose. Je suis d'accord avec vous. On l'a vu dimanche. Le Rassemblement National organise un espèce de meeting en plein air pour dire que les juges rouges ont rendu inéligible Marine Le Pen. Je suis en partie d'accord avec ça et je pense que c'est honteux. Mais bref, passons. Et vous avez de l'autre côté, évidemment, l'extrême gauche qui organise son meeting, nous raconte que l'état de droit
droit est menacé, que le racisme est dans nos rues, qu'il faut lutter contre l'extrême droite. Il y avait 4 pecnos dans la rue, c'était parfaitement ridicule. Et le pire, c'est le jour même, vous avez un meeting de Gabriel Attal. Pourtant, j'aime beaucoup Gabriel Attal, mais qui a complètement divagué, qui nous raconte qu'on est dans une internationale réactionnaire, une internationale trumpisme, que l'état de droit sera remis en cause. Il pointe du doigt ce brave Bruno Retailleau qui ose parler des juges rouges, alors que le même Gabriel Attal a quand même appelé au second tour des élections législatives à battre l'URN, même en mettant un bulletin LFI, c'est-à-dire des gens qui alimentent l'antisémitisme, qui sont dans la sédition, des gens qui mettent des cibles dans le dos des gens, des journalistes, des enseignants, de plein de gens, et ce type vient nous raconter que c'est lui qui incarne le camp du bien et qu'il faut le suivre et qu'il incarne le nouveau monde alors que c'est finalement l'ancien monde. Et de l'autre côté, vous avez des Français qui en ont marre de voir ces petites bisbilles politiciennes qui ont envie qu'on traite les problèmes d'insécurité, de pouvoir d'achat, d'immigration, et vous avez un personnel politique qui n'est absolument pas au niveau. Moi, dimanche soir, j'ai été dégoûté de la politique, j'ai des amis qui m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Ils n'ont certainement pas au niveau, ils parlent à des journalistes, ils ne parlent même plus à des électeurs, ils parlent à des militants, ils ne parlent même plus aux vrais gens, et on se retrouve dans une situation où les gens n'ont plus envie d'aller voter, et moi le premier, pourtant je m'intéresse un peu à la politique, et je me dis que c'est désastreux au niveau démocratique. Donc voilà un petit peu la situation, et c'est déplorable. Les flops des 2 manifs, mais c'est ridicule. Des 3 manifs, des 3. Il y avait un peu plus de monde chez Gabriel Attal. C'était surpréparé. J'ai trouvé effectivement que c'était un dimanche triste pour la politique. D'abord, on avait la manifestation LFiste, où vous aviez des drapeaux palestiniens qui fleurissaient à chaque coin de cortège, alors que à Gaza, on commence à avoir des manifestations des Gazaouis contre le Hamas. Voilà, déconnexion totale. Nous avions de Monsieur Attal qui reprend les codes couleurs, les codes gestuels de Macron du début de l'espérance. Et puis on avait Marine Le Pen qui nous expliquait que tout ça était complètement surréaliste en réalité. Oui, on est d'accord. Enfin, on avait le sentiment que ces gens-là n'habitent pas le même pays que nous. Vraiment, mais complètement une déconnexion totale. Et j'ai trouvé ça assez triste en fait. Triste pour la classe politique, triste pour les Français, triste pour aussi, vous savez, on décrit tout le temps la parole politique, les hommes et les femmes politiques sont souvent décriés, mais ce genre de manifestation, il contribue tellement. Comment voulez-vous reprocher aux Français de nous critiquer et de ne plus avoir confiance en nous quand on voit ça? C'est vrai que dimanche, il y avait un concentré d'à peu près tout ce qu'on déteste en politique. C'est vrai que moi j'étais ce dimanche au fin fond des Landes avec Boris Vallaud, dans le cadre d'un congrès du Parti Socialiste. C'est encore des choses qui existent. Avec des vrais gens. Et on avait, on était à Montfort-en-Chalosse, donc vous voyez 1200 habitants, au fin fond de la Chalosse dans les Landes. Je peux vous dire que les sujets de discussion, c'était pas la manifestation Place Vauban, c'était pas la manifestation anti-raciste, même si le racisme choque tout le monde, mais c'était qu'est-ce qu'on peut demain faire la gauche contre les déserts médicaux, qu'est-ce que peut faire la gauche pour l'agriculture, parce que la gauche, ça fait quelques années qu'elle en parle plus beaucoup, qu'est-ce qu'on fait pour les aides à domicile, pour tous ces métiers du soin, toutes ces femmes qui bossent et qui arrivent plus à la fin du mois à s'y retrouver. Des gens qui bossent et qui n'ont pas de logement, donc, des gens qui voilà. Toutes ces mêmes personnes ont des enjeux d'insécurité. De la même façon, elles peuvent être choquées, et elles le sont, elles ont raison, par les actes de racisme et d'antisémitisme. Mais aujourd'hui, si elles se réunissent dans les Landes pour une réunion politique un dimanche midi, je peux vous dire, vous avez autre chose à faire un dimanche midi dans les Landes quand il fait beau, vous avez plutôt envie de sortir le barbecue, même si ça fait pas plaisir à certains, et elles avaient juste envie d'avoir des réponses sur ces sujets. Et si, moi je parle pour ma paroisse, si la gauche aujourd'hui ne défend pas ces sujets, ne parle pas de ces sujets qui intéressent vraiment les gens, on va dans le mur. Oui, mais pourquoi aussi? Peut-être parce que le Parti Socialiste est complètement soumis à la France Insoumise, qui a un discours pour le coup antisionisme qui n'est que le faux-nez de l'antisémitisme, et je suis désolé, des gens qui n'ont de cesse de ramener les gens à leurs religions, à leurs origines ethniques, etc. Pour moi, ça s'appelle, c'est une forme de racisme. Et le fait que Monsieur Faure, votre patron, s'est couché devant Jean-Luc Mélenchon et a craché sur la tombe de Jaurès et a craché sur la tombe de Blum en profanant l'héritage du Parti Socialiste, en faisant finalement une forme de pacte de la honte, je pense
qu'il a enterré le Parti socialiste. J'ai beaucoup d'estime pour le Parti socialiste. J'ai pu parfois dans ma vie voter pour le Parti socialiste. J'ai beaucoup d'amis qui votent encore socialiste mais qui n'ont plus envie de le faire parce que cette soumission à l'extrême gauche qui flirte avec l'antisémitisme, c'est juste une honte, c'est juste dégueulasse et je pense que ça participe en effet à la remise en cause de notre démocratie. Alors là, vous parlez d'un candidat qui a été candidat dissident contre la NUPES en 2022. Je parle du Parti socialiste. Donc si aujourd'hui, je fais le pont, si aujourd'hui je m'engage, c'est précisément parce que je veux qu'on tourne cette page. Très bien, mais il faut plus de gens comme vous alors. Mehdi. Kevin parle de démocratie, pour moi c'est le terme important. Aujourd'hui la démocratie c'est devenu un terme vaguement populiste. Quand vous écoutez ce qu'a dit Bardella ce week-end, c'est incantatoire. On ne sait même plus ce qu'il y a derrière ce terme. C'est devenu la démocratie est devenue un langage incantatoire. Et en fait, ce qu'on observe pour moi, c'est juste trois populismes qui se font face, à droite, à gauche et au centre. Et c'est pour ça que les gens n'y croient plus, parce qu'au final, on a l'impression d'être juste face à des agences de com, que des discours, c'est que de la communication, il n'y a rien derrière. C'est que du cynisme politique. Merci de l'avoir évoqué, Kevin. Et on est déçus, parce qu'au fond, on se dit, mais il n'y a rien en fait. C'est le vide sidéral. C'est l'art du vide. Qu'est-ce que ces gens-là vont changer à ma vie? Rien. Mais qu'est-ce que rien? Il y a plus de politique de proximité. Et le pire quand même, c'est Monsieur Cohn-Bendit qui nous a raconté que ce n'était pas au peuple de décider. Alors, je pense que face à ce genre d'individus, la démocratie, ça va encore dire quelque chose. La souveraineté populaire, ça va encore dire quelque chose. Et je suis désolé pour revenir sur toute la séquence qu'on a vécue. Je veux dire évidemment que Marine Le Pen n'est pas au-dessus des lois, mais les juges ne sont pas non plus au-dessus de la souveraineté populaire. Et moi, l'inéligibilité me choque. Et c'est pas une remise en cause de l'état de droit. C'est juste simplement de dire que quelqu'un qui fait 37% dans les sondages ne doit pas être écarté, c'est au peuple de décider. Sur l'inéligibilité, je comprends le discours, mais j'ai pas cet avis. Même si je conteste pas, pour moi, elle mérite ses 5 ans. Mais il y a un problème qui est plus profond et qui rejoint ce sujet-là, c'est que le temps judiciaire n'est plus le temps démocratique. Et que quand ça a commencé à être jugé, cette affaire-là, c'était il y a plus de 10 ans. Ouais. Et au final, le fait qu'on donne la décision maintenant rend inévitablement la décision politique. Mais qui a retardé ? Oui, mais attention, il y a un autre problème sur ce sujet-là. Ça, je suis d'accord. Le fait qu'il y ait des recours sans arrêt, ça c'est important. Par contre, c'est pas parce que vous avez le droit à des recours, ce qui est tout à fait normal, et c'est le droit de la défense, que la procédure doit durer entre 10 et 12 ans. Oui. Ce n'est pas normal. Il y aura un appel. Et à un moment, la justice se transforme inévitablement en instance de régulation politique. Aussi rapide sur la politisation des juges. On a encore vu récemment Nicolas Sarkozy être condamné, mais en fonction de quoi en fait? Il n'y a pas de preuve de versement. On s'est basé sur des faisceaux d'indices ou sur des convictions des juges. Et les juges rouges qui évoquent M. Retailleau, c'est quand même la vérité. Je suis désolé, il y a certains juges qui font de la politique. Et d'ailleurs, Oswald Baudot, qui a mis en avant, qui était à la tête du syndicat de la magistrature, l'a clairement formulé. Il faut prendre le parti des faibles contre les forts. C'est ça des juges? Non, il y a un problème de partialité. Bon, on n'était pas au procès. Moi, j'ai pas suivi tout le procès Sarkozy. Je pense moi, j'ai bien suivi parce que j'aime beaucoup Nicolas Sarkozy. J'ai suivi aussi, mais bon. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de la lecture. Les Français lisent de moins en moins. Et puis de l'aide sociale à l'enfance. Il y a un rapport absolument accablant je vous encourage à aller regarder ce qui se raconte. C'est absolument terrifiant. On a l'air de découvrir la Lune. Je rappelle que Zone Interdite a fait, il y a 3 ans, une enquête qui était terrifiante. Il ne s'est rien passé depuis. Et là, on nous pond un rapport qui a dû faire travailler des dizaines de personnes pour constater qu'il y a de la prostitution, qu'on manque de personnel, qu'on embauche n'importe qui. Et c'est absolument sidérant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Beaucoup de sujets aujourd'hui, beaucoup de sujets de société, beaucoup de sujets qui montrent un certain nombre de dysfonctionnements. Alexandra Spinner, vous vouliez revenir, ça fait partie des sujets que je souhaitais traiter aujourd'hui. Les Français lisent de moins en moins. C'est un rapport. Une étude du Centre national du livre nous rappelle que la lecture dégringole chez les Français et que nous sommes complètement cannibalisés par les écrans. Voilà. Alors il faut saluer évidemment des initiatives heureuses comme la dictée géante de Rachid Santaki, les petits champions de la lecture pour les élèves de CM1, CM2. Nous à la région, on a de nombreuses initiatives pour favoriser la lecture et l'écriture. Mais c'est vrai que finalement on s'aperçoit que d'année en année la lecture décroche dans les passions des Français.
et on ne sait pas vraiment comment rattraper ce retard. Et moi, je trouve que c'est extrêmement inquiétant parce que finalement, tout ça aura pour conséquence une pensée raccourcie et simpliste, avec des positions clivées sans nuance. C'est ça aussi le danger. Et une espèce de société du clash permanent plutôt qu'une société ouverte vers l'autre. Et je regrette que finalement c'est notre échec collectif parce qu'on n'arrive pas à convaincre les jeunes et les moins jeunes, parce qu'on dit toujours les jeunes ne lisent pas, mais finalement on voit bien que ça concerne toutes les générations, que nous n'arrivons pas à convaincre que la lecture finalement c'est la vie démultipliée, c'est la possibilité aussi d'enrichir son vocable, c'est la possibilité de vivre 1000 vies, c'est la possibilité d'accéder à d'autres cultures, d'autres raisonnements, d'autres visions du monde. Et finalement, c'est un échec. Alors, est-ce qu'il ne faut pas réinventer nos bibliothèques ? Alors, nous, on finance évidemment les médiathèques et les bibliothèques, mais on voit bien que ça ne suffit pas. Alors, que faire ? Est-ce qu'il faut des bibliothèques numériques Il est expliqué que c'est pas la même chose de lire un livre physique que de... Très bien, mais puisqu'on lire, on ne peut pas d'année en année faire ce constat. Voilà, les Français ne lisent plus, les Français ne lisent plus. Bon, ok, maintenant on a compris, on n'y arrive pas. Donc essayons peut-être de nous réinventer, de trouver des solutions, parce que vous imaginez la société vers laquelle on va, c'est-à-dire un appauvrissement. Moi, je vois bien dans le décrochage scolaire, la première... Le premier signe de décrochage chez les jeunes, c'est quand finalement ils n'arrivent plus à appréhender ce qu'on essaie de leur apprendre et qu'ils n'arrivent plus à appréhender le monde dans lequel ils vivent. Ils n'arrivent plus à exprimer ce qu'ils veulent dire, ils n'arrivent plus à comprendre ce qu'on essaie de leur dire, ils ont un vocabulaire complètement restreint et ça déclenche aussi une espèce de colère et de rage quand on n'arrive pas à dire ce qu'on veut dire. C'est ce que raconte Alain Bentolila, linguiste depuis des années, où il explique l'importance de l'apprentissage de la lecture en petites sections, enfin très très tôt, que les enfants apprennent à lire et à écrire. Et il raconte, moi ça m'a toujours frappé ce qu'il racontait un jour, où il s'est trouvé dans un tribunal et où il a vu une juge s'adresser à un jeune homme qui avait volé des CD, et avec toute son élocution, sa faconde, face à un jeune qui ne savait pas quoi dire et qui a voulu aller taper parce qu'il n'avait pas de réponse, il n'avait pas les mots pour exprimer. Et quand Bentolila vous dit que parfois, quand il va dans les écoles de CP et que des élèves ne savent pas ce que c'est que le mot salade, ils ne savent pas, parce qu'ils ne comprennent même pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a un problème de compréhension des mots. Parce qu'ils savent pas lire, mais ils ne comprennent pas non plus. Donc il y a un vrai problème. Mais en fait, la lecture, elle ajoute de la complexité au monde. Elle montre la complexité du monde. Donc... Et la complexité du monde fait peur peut-être aussi. Mais aujourd'hui, on est dans l'immédiateté avec l'image, on est dans la rapidité, pour moi, le dans rapport le au papier, court terme. il est vital. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le numérique, c'est très bien, c'est un super outil, il n'y a pas de souci. Mais le rapport au papier, il est quand même très important. J'ai un rapport au papier quasi charnel. Le problème, en réalité, je crois que c'est pas tant le média, même si moi aussi j'ai une préférence évidemment pour le livre, y compris physiquement. Le sujet, c'est la concentration. C'est qu'en fait, derrière l'écran, le sujet, c'est être capable d'être concentré plus de 2 minutes, pour un livre un peu plus, mais sur un même sujet. Parce que si vous passez d'un sujet à l'autre en 30 secondes, vous retenez rien. Qu'est-ce que vous retenez quand vous avez scrollé pendant 1 heure ? Faites le test. Scrollez pendant 1 heure. Et dites-vous, qu'est-ce que j'ai retenu de cette heure à scroller ? Peut-être un sujet comme ça, un mini-truc. La différence avec le livre, que ce soit sur une liseuse ou un livre physique, a fortiori, c'est que vous vous plongez, vous vous concentrez, vous rentrez dans un univers et il vous en reste forcément quelque chose. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, c'est ça. C'est cette idée de se dire, je me suis plongé dans une histoire, je me suis ouvert au monde et il m'en reste quelque chose qui va m'accompagner bien après la lecture. Qu'est-ce qui nous accompagne après 1 heure de scrolling ? Rien. Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans vos classes, Kevin Bossuet ? Je constate que les jeunes lisent de moins en moins. Je constate que les jeunes ont des troubles, en effet, de l'attention. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire 36 000 trucs en même temps, mais ils sont incapables de faire un truc sérieusement. Et à la fin, vous avez raison, ils n'ont pas retenu grand-chose. Et c'est idéologique aussi.
On a mis en place des collèges numériques, on a mis en place des tablettes, on a dit que les vieux manuels papier, ça appartenait à l'ancien monde. Et résultat, aujourd'hui, on voit les conséquences et on est en train de revenir là-dessus. Et puis aussi un nivellement par le bas qu'il faut aussi constater dans l'éducation nationale, où vous savez, et c'est pas les programmes, hein, c'est certains professeurs qui considèrent, que moi j'ai déjà entendu, que si certains élèves ont déjà lu une page, c'est déjà pas mal, et qu'on va pas leur en faire lire 3, 4, voire un livre entier, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et la conséquence, vous l'avez très bien dit, c'est l'augmentation de la violence. Et vous l'avez très bien dit, Valérie, qu'on n'a plus les mots pour s'exprimer, qu'on n'a plus les mots pour dire ce que l'on ressent, forcément, on tape, on frappe et en plus on veut faire mal. Et c'est en effet l'un des problèmes de l'éducation nationale. Mais en même temps, moi aussi, je lis de moins en moins. Oui, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je prends mon portable, je prends un article ici, on m'envoie un morceau de livre ici. En fait, nous aussi, on est comme ça. C'est-à-dire que c'est pas que l'éducation nationale, c'est l'éducation tout court. C'est quand même à la base les parents qui régulent à la maison le temps des écrans. Vous avez des enfants, Rémi ? Pas encore, mais... vous verrez quand vous aurez des enfants. Pour mes amis, c'est un combat. C'est un combat. Vous pouvez être dans une maison... pleine de livres, vous pouvez lire, avoir des enfants qui vont lire petits à l'adolescence et qui vont complètement arrêter après. Il y a dans le Figaro, ils ont posé cette question, faites-vous souvent les choses suivantes en même temps que vous lisez des livres, envoyez des messages 18%. Bah oui. C'est-à-dire que, et après, il y a 10% qui vont sur les réseaux sociaux en même temps, qui regardent les vidéos. Regardez bien dans la... Je suis comme ça, moi. Pardon, moi aussi. Moi, je suis incapable de me concentrer sur un livre. Vous évoquiez le problème de la concentration. Je pense effectivement que c'est une des raisons majeures de l'effondrement de la lecture dans notre pays. Et parce qu'on va de plus en plus vers une espèce de société picoreuse façon TikTok. On est d'accord là-dessus, mais même, c'est pas simplement dans la lecture. Regardez par exemple des gamins qui vont voir un match de foot. Ils sont censés quand même être complètement fascinés. Ben non, ils sont tous avec leur téléphone, complètement dévorés par leurs écrans. Donc mais oui, on le fait nous-mêmes, par exemple, quand on regarde un film ou une série. En fait, on le fait, par exemple, en commentant avec ses amis, on est instinctivement sur son portable. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous parliez de l'intention, et ce qui est dommageable, enfin, ce qui est même tragique au fond, c'est que on parlait tout à l'heure du monde politique, la baisse de qualité du personnel politique. En fait, ce qu'on observe, c'est que l'esprit critique disparaît. Comme on ne travaille plus la faculté de conceptualisation des choses, on n'a plus cette capacité de raisonnement, ce qui est normalement introduit par la lecture. Et inévitablement, le niveau baisse mécaniquement dans la société. Et sur le long terme, c'est un risque démocratique très important. Les députés eux-mêmes sont sur leur portable dans l'hémicycle. Voilà. Moi, ça me choque. Ça devrait être interdit. Mais cette étude nous révèle une autre chose qui me paraît aussi très inquiétant, c'est qu'il y a une autre forme de livre qui connaît un essor assez inquiétant, qui est la dark romance. Oui, mais ce sont des romans dans lesquels les femmes et les hommes sont violés, violentés, tués, et apparemment ça connaît un essor assez... Mais vous savez ce que dit mon libraire préféré, Gérard Collin, c'est que je préfère qu'il lise de la dark romance, qu'il lise Marc Lévy, que rien. C'est-à-dire que ça vous amène... Dark romance, même un manga. Même un manga. On a beaucoup décrié les mangas, mais les mangas, c'est formidable. Ça permet d'un... Parce que c'est quand même un sas moyen d'y aller. Vers la lecture, mais même la dark romance, par exemple, il y a eu le succès de La femme de ménage, qui n'est pas un livre phénoménal, mais qui a cartonné. Ceux qui l'ont lu sont retournés en librairie en disant « Qu'est-ce que je peux lire de pareil ?» Donc le libraire, s'il fait son boulot, il l'emmène sur autre chose. Donc il vaut mieux lire de la merde, pardon de dire ça comme ça, que de ne rien lire. Et c'était pas mon avis avant, où j'étais un peu élitiste, mais je pense qu'il vaut mieux effectivement avoir un livre entre les mains qu'un écran. Alors, nous, à la région, on a constaté deux choses qui fonctionnent bien, parce qu'il faut aussi parler des choses qui fonctionnent bien. On soutient beaucoup la création de clubs de lecture. Je parle sous ton contrôle, Kevin. Les clubs de lecture au sein des lycées. Et ça fonctionne très bien, parce que quand ensemble, on s'intéresse à un ouvrage, et qu'on peut échanger, qu'on peut en discuter, qu'un ouvrage doit être lu par plusieurs élèves. Qui a été longtemps ringardisé, les clubs de lecture. Oui, mais qui revient à la mode, et nous on essaie vraiment de porter cette idée-là, parce que c'est vraiment quelque chose de formidable. Je l'ai vu dans un lycée où par exemple on prenait un ouvrage de Balzac et plusieurs élèves devaient lire un chapitre. Et ils reconstituaient
l'ouvrage comme une espèce de puzzle, et ça devenait une espèce de jeu entre eux, et le chemin ludique vers la lecture, c'était vraiment bien. Et on a autre chose qui fonctionne pas mal, je sais pas si on est déjà venu dans ton lycée, mais on a des écrivains qui viennent faire des conférences et des lectures à haute voix ou à voix haute, selon l'expression qu'on préfère, et ça fonctionne bien, parce que quand on entend une histoire racontée, au fond comme quand on était petit, elle est vivante. Elle est vivante, on peut se l'approprier, on peut la toucher, on peut visualiser, et ça, c'est vraiment des chemins vers la lecture. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a autre chose aussi qui peut fonctionner et qui fonctionne, c'est les bibliobus. Faire en sorte qu'il y ait un camion avec des livres dedans, qui va dans le quartier, qui va dans le village, qui va dans la ville, et on amène finalement la culture aux élèves, parce qu'ils ne vont pas la chercher eux-mêmes. Et ça fonctionne. Et moi, j'ai vu moi, quand j'étais gamin, il y avait un bibliobus, j'habitais à la campagne, mais on allait tous prendre un livre ou deux, et on n'aurait pas fait la démarche de la bibliothèque. Mais vous n'aviez pas de portable non plus. C'est vrai. Mais aujourd'hui, vos élèves ne lisent pas. Ça dépend. Il y en a beaucoup, ils lisent beaucoup de mangas, beaucoup de mangas, des livres, des romans, des choses comme ça. Mais très peu ont développé le plaisir de la lecture. On est dans une société très utilitariste. Si ça ne leur apporte pas quelque chose tout de suite, ça il y a aussi un dernier élément, c'est que dans mes souvenirs que j'avais du collège et du lycée, c'est vrai que la manière dont était présentée la lecture, la littérature, en vrai, c'est barbant. Il y a quelque chose qui n'est pas animé. Ça dépend des profs. Ça compte beaucoup, parce que le rapport à la lecture, il est aussi... Moi, mes parents n'étaient pas des grands lecteurs. J'ai commencé à aimer le goût de la lecture. Voilà. À partir de 17-18 ans, c'est là que j'ai commencé vraiment à faire mon esprit critique, parce qu'en fait, j'ai des profs qui me disent « mais ça serait intéressant que tu lises ça, par exemple ». Et si on avait davantage de professeurs qui étaient davantage au service des élèves plutôt que d'une idéologie, peut-être qu'on s'en porterait beaucoup mieux. Quand je vois la transmission, l'apprentissage de l'écriture inclusive, ou alors le choix de certains bouquins LGBT, truc nuche, enfin, les gamins, ils veulent juste une histoire normale, avec des choses normales, c'est tout. Il faut arrêter de faire de l'idéologie, parce que là, on est en train de dégoûter les gamins. L'éducation nationale aussi, quand on voit parfois certains livres qui sont proposés dans les programmes, on peut s'interroger sur... Là, j'ai un devoir de réserve, mais pour les profs, là, je n'en ai pas. Voilà. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Soazic, elle nous dit, dans mon temps, il y avait des magazines, Le Pèlerin, La Veillée des Chaumières, La Vie en BD, il y avait Nous Deux, les enfants avaient aussi leur presse hebdomadaire. Voilà, mais qui continue, ça continue, le journal de Mickey, ça fonctionne très bien. C'est un best-seller. Oui, absolument. Je voudrais qu'on parle quand même de la Miviludes, des dénonciations, enfin des alertes sur les emprises sectaires, 2 fois plus de signalements en 10 ans. Je rappelle que la Miviludes a été quand même bien vidée de sa substance, et pourtant on a besoin de cette vigilance sur les sectes. La Miviludes, donc, qui est la mission de lutte interministérielle contre l'emprise sectaire. Les personnes les plus victimes de ces emprises sont les malades du cancer, tout ce qui touche la santé. Et c'est vrai, quand on va sur les réseaux et qu'on voit le nombre de tarés qui vous proposent, j'ai envoyé hier à Juliette qui travaille avec moi, une nana qui vous dit, avec ce galet magique, vous renvoyez les mauvaises ondes vers la personne qui vous les envoie. C'est-à-dire qu'il y a une détresse. Ça rejoint aussi l'histoire des déserts médicaux et de la solitude. C'est-à-dire que tout ce qui est... Et quand vous vous baladez en ville, dans les villes de province, etc., et vous voyez le nombre de thérapeutes, de trucs qui ne correspondent à rien, c'est extrêmement inquiétant. Donc c'est ce qu'on appelle des médecines douces, complémentaires, alternatives. Et c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, mais il y a aussi ce phénomène, moi, que je trouve très inquiétant et qui rejoint ce que vous dites à l'instant, c'est que par exemple Roro 957 sur Facebook qui explique qu'on peut soigner le cancer du pancréas en mangeant du céleri le matin en se mettant sur un pied, et ben sa parole a autant de valeur que le professeur en cancérologie, quoi. C'est ça aussi le sujet. C'est ça qui est terrible. Il y a une remise en question du réel. Il y a une remise en question du réel, et le problème il est là.
je suis d'accord, mais pour rebondir là-dessus, je pense que la période Covid a eu beaucoup de conséquences aussi sur la crédibilité des médecins qui se sont écharpés sur les plateaux de télé. Et qui ont dit tout et n'importe quoi. Absolument. Et la politisation de la médecine aussi, avec des médias alternatifs. On invite n'importe qui pour nous parler des conséquences du port du masque encore 3, 4 ans, 5 ans après. Ça a aussi eu un impact sur les jeunes. Oui. Sur la détresse psychologique des jeunes. Et aujourd'hui, tous ces réseaux, cette influence, elles se font de manière totalement dématérialisée. Et effectivement, on parlait de la lecture, on parlait de la baisse du... C'est toujours le même sujet au fond, c'est que on n'a plus le même rapport au réel. Il n'y a qu'une seule réalité, c'est celle qu'on partage tous. Il n'y a pas de... Si je saute d'un immeuble, je peux me mettre à monter au plafond. Aujourd'hui, il n'y a plus ce rapport-là au réel. Il y a la déification aussi de la nature. Oui. La nature peut tout. Elle est déifiée, la nature. Il y a un retour du sacré, du religieux, spirituel. Et puis il y a des prédateurs de solitude. Absolument. Vous avez des gens qui savent très bien, qui vont s'adresser à des gens très isolés, qui ont très peu de contact dans la journée, même dans la semaine, et qui vont forcément répondre quand on sonne à la porte, qui vont forcément répondre au téléphone, qui quand ils vont recevoir un SMS vont y répondre. La quantité d'arnaques que vous voyez aujourd'hui, elle ne s'adresse pas forcément à des jeunes de 17-18 ans, elle s'adresse plutôt à des personnes âgées, isolées, on voit si ça répond, et derrière la personne tellement contente d'avoir un contact humain, une discussion, se fait happer, et après se fait avoir presque en remerciement de l'avoir appelé, d'avoir eu de la considération pour elle. Donc on a un danger, pour moi, un poison mortel de cette société qui est la solitude, et et des prédateurs derrière qui font leur marché. Quand on est seul, on est vulnérable à tous les manipulateurs. Il y a j'ai vu des trucs luminothérapie, on va te soigner avec la lumière. Là on défrise le réel. C'est des gourous numériques. C'est flippant. Ouais. Mais ça touche tout le monde, tous les milieux, il faut le dire. 6% des signalements concernent les complotismes. Le plus gros, évidemment, c'est la santé, doublement des signalements. Et quel est le budget de la Mivilude Justement, je ne l'ai plus, mais je sais qu'il y avait eu des protestations au moment où il était même question de supprimer complètement cette mission interministérielle. Donc, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Et moi, j'ai remarqué aussi, on vous parlait de la religion, qu'il y a de plus en plus vous le voyez peut-être, vous aussi, de retour des évangélistes qui vont sonner aux portes chez les personnes âgées. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Je vais pas les citer parce que ils attaquent à chaque fois qu'on parle de ces gens, qui sont de nombreux témoins. Je les ai vus à l'œuvre dans des petits villages le dimanche matin, frapper aux portes des personnes âgées pour leur parler de Jésus, des Juifs. J'ai vu que l'approche était celle-là. Mais moi, j'ai une communauté qui s'est créée sur mon canton. Je le vois, oui. Malheureusement, si vous passez devant à certains moments de la semaine, vous voyez qu'il y a du monde et que c'est des personnes que vous n'auriez pas soupçonnées. Et vous ne pouvez rien faire ? Malheureusement, non. Ils sont libres de se regrouper en association, en communauté. Ils ne sont pas considérés comme dérives sectaires. Et eux-mêmes ont l'impression de participer à une activité sociale comme une autre. C'est pas le bridge, c'est autre chose. Vous parliez tout à l'heure de l'effondrement du niveau général, mais il y a aussi une baisse de la culture scientifique dans notre pays. Le scientifique est remis en question. Le scientifique est complètement, encore différent, toujours en permanence contesté. Alors, évidemment, ça permet à chacun de croire en des choses absurdes. C'est ça le problème aussi. Alors, je suis d'accord, le scientifique est contesté, mais il ne faut pas non plus déifier le médecin. Et le médecin peut aussi se tromper. Il faut avoir aussi une forme d'esprit critique. Attention aussi, mais je je suis d'accord. C'est-à-dire globalement, que même sur les plateaux télé, on va être honnête, même sur les plateaux télé, on voit bien que le médecin, la parole du médecin a autant de valeur que de l'éditorialiste, etc. Donc ça pose un problème de crédibilité. Cela dit, les médecins, c'est comme les avocats. Quand on les voit trop souvent sur les plateaux télé, il vaut mieux pas y aller. Il vaut mieux pas y aller. Mais c'est vrai qu'il y a tout ce qui est... Comme les enseignants. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais effectivement, si vous allez sur les réseaux, il y a un auditeur qui me signale sur X un compte qui s'appelle l'Expat où il recense tous les tarés qui vous parlent. Effectivement, la vieillesse n'existe pas dans notre ADN. Où va le placenta de la femme après l'accouchement ? Il est extraordinaire ce compte. Le gigantisme n'est pas une maladie. Enfin, c'est ahurissant de voir. Il y a une catégorie qui est vraiment touchée, ce sont les homosexuels et les jeunes homosexuels avec les thérapies de conversion, des gens qui vont dans des sectes, etc. On leur explique que l'homosexualité c'est mal, il faut qu'ils changent d'orientation sexuelle, et ça fait des ravages vraiment, et ça il faut le mettre en avant parce que c'est une question qui moi me touche particulièrement. Mais je crois que c'est condamné, je crois que ça a été interdit. Oui, ça a été interdit, mais malheureusement ça continue. Mais c'est fait de manière indirecte. En fait, les thérapies de conversion se font par pression communautaire religieuse, et donc les personnes en viennent à la totale négation d'elles-mêmes pour être acceptées par leur propre communauté.
Donc ça c'est terrible, mais c'est une thérapie de conversion communautaire. Déguisée, il faudrait quand même qu'il y ait un contrôle de toutes ces professions dites de médecine douce ou médecine. Il y en a vraiment de plus en plus. Vous aussi, j'imagine que vous le constatez dans les territoires, avec des gens qui s'installent sans aucune légitimité. C'est-à-dire qu'il y a une dégradation. C'est-à-dire que vous avez, faute de médecin, vous avez de la paramédecine, alors c'est pas très grave. Faute de paramédecine, vous avez un charlatan. Et c'est-à-dire que les personnes vont vers les professionnels qu'elles pensent être ou professionnels ou au moins un peu sachants par défaut. Donc aujourd'hui, effectivement, dans certains territoires où c'est compliqué d'aller voir un médecin, vous avez l'habitude d'aller voir quelqu'un qui vous rassure. Et malheureusement, au final, cette personne qui vous rassure, elle est disponible. Vous l'appelez, elle répond, quitte à payer. Et finalement, c'est le relativisme total. Donc l'investissement, certes, il faut remettre de l'argent dans cette mission interministérielle, mais c'est vertigineux, tout ce qu'il faudrait remettre sur place pour recréer une confiance en la science, en la médecine et recréer de la proximité humaine sur les territoires. Est-ce qu'il y a un retour de la croyance, donc quelque chose qui est sans fondement. Bien sûr. Ça tient de la croyance. Et quand on vit seul, c'est vrai, donc ça me plaît. Et quand on vit seul et qu'on ne peut pas confronter ça à son compagnon, à son enfant, à son parent, on est vraiment là pour le coup. Mais l'individu a toujours eu besoin de croire, surtout dans des moments où c'est compliqué. Moi, je vois par exemple, vous prenez la Première Guerre mondiale, où vous avez des soldats qui étaient particulièrement athées, qui se sont mis à croire ou à s'accrocher à quelque chose de sacré, parce que dans la difficulté, on a besoin de voir quelque chose d'autre qui est supérieur à nous, et on le voit à travers la violence, l'astrologie, etc. On est quand même dans une société où on est en insécurité permanente, économique, sociale, etc. Et les gens sont au bout du rouleau, deviennent complètement dépressifs. Ils ont besoin de quelque chose qui leur permette de sortir de leur quotidien et d'espérer. Quand c'est pas la religion, c'est autre chose. Et puis ça crée une espèce de climat de peur, de climat millénariste. Les théories on devient le dingue, complot, etc. Complètement. Les épidémies, les guerres. On n'a pas eu le temps de parler de l'aide sociale à l'enfance, mais je vous encourage à aller regarder le rapport qui est absolument terrifiant, rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'accueil des enfants placés, avec une surpopulation chez les 0-3 ans. C'est plus de 6 berceaux par chambre, 108% d'occupation, manque de personnel. Les agressions sexuelles. Chez les plus âgés, trafic sexuel, prostitution. On n'a pas eu le temps d'en parler. Et puis il y aura un autre sujet aussi, c'est la Coupe du Monde de rugby. La Cour des comptes dénonce des dysfonctionnements dans l'organisation et des engagements financiers mal maîtrisés. En plus, on l'a perdu. Voilà. Merci à vous, c'était passionnant. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.